Au début, l'odeur des herbes couvrait celle de la pourriture. L'eau s'écoulait lentement du promontoire argileux. Comme si elle écoutait les femmes à la porte frotter l'absinthe et le genévrier contre la pierre, pour que l'huile pénètre dans les pores et conserve son parfum jusqu'à l'aube. Les gens passaient, se signaient et détournaient les yeux. Les femmes ne se détournaient pas. Elles comptaient les respirations, les mains, les fronts, regardaient les oreilles et les aisselles, bandaient les nœuds odorants et plaçaient des cruches sur le seuil afin que ceux qui ne reviendraient pas aient assez d'eau pour la nuit. Bonjour à tous. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. C'est important pour moi de savoir qui vous êtes et où vous vous trouvez actuellement. Bonne écoute. Le village était accroché à un pont de pierre brute et à une route qui aboutissait aux portes de la ville. Au-dessus de la route se dressait l'écusson de la maison, orné d'une tête de loup. Personne n'avait vraiment vu le Seigneur depuis 1 mois. C'était le majordome à l'oreille tordue qui commandait aux portes de sa maison. Il disait qu'il y avait du pain dans les greniers, mais qu'une partie était cachée pour éviter qu'elle ne soit pillée. Il disait que les femmes guérisseuses devaient travailler sous sa supervision. Il parlait souvent, et chaque fois, il touchait le lobe de son oreille gauche, comme s'il ajustait une boucle d'oreille inexistante. Les femmes s'appelaient Martha et Daria. Martha portait à la ceinture un sac en cuir estampillé d'une tête de loup. Mais le sac était vieux, usé, et son fermoir était étranger, en argent, avec un poinçon que les roturiers ne portent pas sans raison. Elle ne le montrait pas, mais parfois elle le réajustait comme le gérant avait touché son oreille, rapidement et nerveusement. Daria vivait dans la rue des Tanneurs, et l'odeur du cuir imprégnait ses cheveux. Elle avait une nièce cadette, Agnieszka, immobile depuis 2 semaines à cause de la chaleur, et une hache près du seuil pour que personne ne vole la marmite. En l'an 1358, alors que les morts marchaient sur la route comme un convoi commercial, le village essayait de maintenir l'ordre. Martha et Daria placèrent une table à l'entrée, des pierres sur la table et des bottes d'herbe sur les pierres. Elles comptaient et notaient au charbon sur une planchette qui était venue, qui était partie, qui avait éternué, qui cachait sa fièvre. Le jour, elles s'asseyaient au soleil et s'enduisaient les mains pour éviter que leur peau ne se gerce. La nuit, elles faisaient le tour des maisons et mettaient des branches de genévrier dans les foyers pour que la fumée soit âcre. Martha disait que la fumée éloignait le mauvais air. Daria disait que la fumée éloignait la peur. Les gens écoutaient, hochaient de la tête, partaient et crachaient par terre pour ne pas porter malheur. Au début, tout ressemblait à un mélodrame ordinaire avec des malheurs. Un voisin se dispute avec un autre à propos d'un seau d'eau. Une femme pleure devant la porte. Des enfants dorment sur un banc. Puis des charrettes chargées de toiles sont arrivées devant le portail. Et elles n'apportaient pas seulement des toiles. Dans un paquet se trouvaient des chiffons de travail tachés. Dans un autre, un seau avec une tête de loup, identique à celui du blason au-dessus de la route.
mais imprimé à la hâte et avec un bord déformé. Personne n'avait commandé ce paquet. Il ne contenait aucune lettre. Daria a dit que les chiffons provenaient de l'infirmerie, où on les utilisait pour essuyer la bouche et les aisselles des malades fiévreux. Martha a dit que le seau était authentique, mais que celui qui l'avait utilisé avait la main qui tremblait. Le directeur a déclaré qu'il s'agissait d'une provocation étrangère et a ordonné de ne pas toucher au paquet. Il a ajouté que les femmes médecins aimaient inventer des menaces pour se faire obéir. Depuis cette nuit-là, l'odeur des herbes est devenue plus forte et des cordes nouées sont apparues à la porte. Elles étaient tendues en travers de la route lorsque quelqu'un essayait de passer. Les nœuds étaient faits par Aletta, la fille du tanneur, que l'on trouvait trop brusque et trop têtue pour une femme. Elle comptait les pas le long du mur et mesurait la distance jusqu'au puits. Elle dessinait des cercles avec un bâton sur le rivage et racontait à Martha, qui était assis avec qui sur le perron, 3 jours avant que quelqu'un ne tombe malade. Lorsque le régisseur a entendu qu'Aletta dessinait des cercles, il a dit qu'il fallait plonger les mains de la jeune fille dans la cendre pour brûler sa folie. Martha a répondu que les cercles étaient un moyen d'empêcher le malheur de croiser leur chemin. Aletta a simplement serré le nœud plus fort, puis a sorti de sous sa chemise une petite planche en bois sur laquelle étaient dessinés des points et des flèches. Sur l'un des points était gravé un petit symbole, une tête de loup. Elle a dit qu'elle avait trouvé cette planchette dans une vieille grange près de la porte, où vivaient autrefois les gens de la suite du Seigneur. Au matin, un tonneau de céréales apparut sur la place. Personne ne savait d'où il venait. Il y avait une trace de corde sur le tonneau et une forte odeur de résine. Une étiquette en cuir avec un marquage était accrochée à l'anneau, un marquage qui n'était pas utilisé dans le village. Martha reconnut le marquage sur une vieille ceinture à sa taille. Daria dit qu'elle avait vu une étiquette similaire sur le manteau gris d'un vagabond que l'on appelait Daniel le Gris, car il portait toujours le même manteau gris comme la pierre. Une fois par an, il apportait du sel au village et repartait sans un mot. Cette fois-ci, il n'entra dans aucune maison. Le tonneau était simplement posé là. Aletta dit qu'il fallait ouvrir le tonneau, mais sans le toucher avec les mains, et brûler d'abord les cercles. Le régisseur dit qu'il fallait apporter le tonneau au Seigneur. Les hommes se regardèrent. Personne ne contesta, mais personne ne toucha au tonneau. Dans l'après-midi, le batteur à la main cassée a perdu le chevillet de son tambour. Tout le monde comprenait l'importance du chevillet, car le tambour donnait le signal lorsqu'il fallait fermer les portes. Le chevillet a été retrouvé sur le seuil de la maison d'une vieille femme, à qui personne ne voulait de mal. Elle pleurait et disait que quelqu'un avait déposé devant sa porte un petit sac rempli de fleurs séchées et y avait attaché le chevillet, comme s'il s'agissait d'un cadeau.
Le sac ne contenait pas seulement des déchets floraux. Il y avait aussi des pointes noires qui bougeaient. Martha ordonna à tout le monde de ne pas s'approcher. Elle saupoudra le sachet de cendre, posa à côté un bol d'eau et y jeta de l'encens. Daria noua un tissu propre autour du cou de la vieille femme et dit que le sachet était venu pour que quelqu'un meure et que quelqu'un survive. Les gens se tenaient autour d'eux et gardaient le silence. Un malheur ordinaire devint soudain aussi tranchant qu'un couteau. À partir de ce jour, le village vécut comme une forteresse. Des cordes nouées, des tonneaux remplis de résine enflammée aux entrées, des paniers remplis d'herbes, des feux fumants. Martha et Daria repoussaient à la porte ceux qui tentaient de briser la corde avec leur front. Elles jetaient des cuillères de sel dans les foyers lorsque quelqu'un sortait de la maison, avec des taches rouges sur le cou. Elles écoutaient où sonnait la clochette de la laitière. Si elle sonnait souvent, cela signifiait que le lait bouillait et s'échappait parce que la maîtresse de maison était distraite, ce qui signifiait qu'il y avait un malheur dans la maison. Des signes simples sont devenus un alphabet. La nuit, on entendait le son des cloches au-dessus de la route. C'était Stenko qui les faisait sonner, celui qu'on traitait encore au printemps de tête vide et de risée. Il était tombé une fois du clocher, et depuis, il traînait les pieds et riait souvent sans raison. Mais il avait l'oreille musicale et savait garder le rythme alors que les autres se trompaient. Martha avait dit un jour que Stenko avait une bonne mémoire, qu'il se souvenait comment le tambour battait avant sa maladie et qu'il guidait désormais les gens la nuit avec ses cloches pour qu'ils sachent quand s'éloigner de la porte. Le directeur souriait. Puis, lorsqu'une nuit, 3 personnes ont essayé d'escalader le mur du cimetière, Stenko a changé le rythme de la sonnerie et les gens se sont réveillés. On a cessé de se moquer de lui, mais on ne le félicitait pas non plus ouvertement. Le village tint bon la première semaine, puis la deuxième. Martha remarqua que sur la planche d'Aleta, les nœuds commençaient à se déplacer vers la périphérie, près de la maison du meunier. Un vieux hochet pour enfants était accroché à la porte du meunier, et tout le monde pensait qu'il servait à éloigner les mauvais esprits. Martha remarqua que le cercle en bois du hochet était poli, comme s'il avait été frotté longuement et souvent par des doigts délicats dans le passé. Elle se souvint que, dans son enfance, elle tenait un objet similaire près du feu de sa mère, et que celle-ci lui disait qu'elle n'avait pas de père, car il était parti rejoindre des gens importants. À cette époque, Martha dormait peu et ajustait souvent le fermoir en argent de sa ceinture. Un jour, une charrette arriva à la porte. Sur la charrette se trouvait ce même Daniel Legris. Il dit que des émeutes avaient éclaté dans la ville et que la route risquait d'être bientôt fermée. Il dit qu'il avait 5 sacs de céréales et 2 sacs de sel, ainsi qu'une lettre dans laquelle le Seigneur ordonnait d'obéir à l'intendant. Il dit cela d'une voix sèche et sans émotion. L'intendant prit la lettre devant tout le monde et la cacha dans sa manche sans la lire à haute voix. Il dit que le grain devait être déversé dans son grenier et que le sel devait être distribué le lendemain. Stenko sonna doucement la cloche une fois, en guise d'avertissement.
Aleta s'avança et dit que la lettre devait être lue à la porte, car c'était ainsi que l'on procédait toujours, afin que les gens sachent ce qu'on leur ordonnait. L'intendant toucha son oreille et dit que la jeune fille confondait les anciennes coutumes. Daria secoua la tête et dit qu'elle avait entendu dire que dans la ville, les lettres étaient lues sur la place publique lorsque le Seigneur voulait être entendu. Martha dit que les mots lus à haute voix devenaient plus lourds. Daniel Legris ne contesta pas. Il se contenta de regarder la tache de la ceinture de Martha. Son regard s'attarda exactement le temps d'un souffle. Le soir même, un paquet réapparut à la porte. Il portait à nouveau le seau avec la tête de loup, mais à l'intérieur, il ne contenait plus seulement des chiffons. Il y avait 2 petites clés en cuivre, chacune à laquelle était attachée une mèche de cheveux, grise et châtain. Daria a dit que c'était de la sorcellerie. Martha a dit que ce n'était pas de la sorcellerie, mais de la méchanceté, et que la méchanceté aime les signes. Aleta s'est souvenu de sa petite planche avec des points et des flèches, et a tracé un trait avec son doigt entre la maison du meunier et celle du régisseur. La ligne était droite. Stanko, dans le clocher, semblait avoir compris quelque chose lui aussi, car pendant la nuit, il sonnait souvent et brièvement, comme s'il éloignait les gens de la place. Le matin, Martha fit le tour des maisons près du moulin. Sur le seuil de l'une d'elles, elle remarqua une trace qui n'était pas là auparavant, l'empreinte d'une botte avec une boucle cassée. Elle avait déjà vu une telle boucle chez l'intendant, car celui-ci aimait marcher vite et s'accrochait souvent au seuil avec. Elle attendit jusqu'au soir et se rendit à la grange. La même boucle était posée sous la porte. Elle la ramassa et sentit le froid du métal, comme s'il venait de passer dans l'air humide de la nuit. Elle n'alla pas voir le régisseur. Elle alla voir Daniel Legris. Il était assis près du feu à la lisière du village, comme s'il n'avait pas peur de la nuit. Martha lui dit qu'il devait montrer la lettre à tout le monde ou partir. Daniel répondit que la lettre n'était qu'une coquille vide, que les vrais mots se trouvaient dans les sacs, les cordes, les rouleaux, la fumée, et chez celui qui avait le pouvoir et dont la main avait apposé le sceau. Il ajouta qu'il était possible de diriger sans papier. Cette nuit-là, le paquet arriva chez Martha. Elle n'y toucha pas. Elle appela Daria et Aleta, et toutes les 3 emportèrent le paquet sur la place. Elles le déplièrent à l'aide d'un bâton. À l'intérieur se trouvait un autre signe, un morceau de cuir, doux et lisse, fraîchement tanné, avec une marque brûlée représentant une tête de loup et une petite marque du maître. La marque du maître lui était familière. La vieille ceinture de Martha et l'étiquette sur le tonneau de céréales portaient la même marque. Martha s'assit sur le bord du puits et sortit son fermoir du sac. À l'intérieur du fermoir se trouvait également la marque du maître. Elle comprit que les objets avaient un seul et même chemin. Le chemin allait du seigneur à l'artisan, de l'artisan au voyageur, du voyageur à elle. Aleta dit que la marque de l'artisan était comme une signature. Daria dit que les personnes ayant de telles relations laissaient rarement
des traces par hasard. Le lendemain, Aletta tendit à Martha une petite planche avec de nouvelles flèches. Elle lui montra où le fils du meunier courait jouer avec sa clochette, où le régisseur se tenait debout et écoutait le tambour, où Stenko était assis sous l'escalier et comptait les coups. Elle dit qu'il y a des passages dans le comportement des gens, comme dans l'eau. Si beaucoup de gouttes tombent au même endroit, il se forme toujours un trou. Dans le village, il y avait un trou près du grenier et près de la maison du régisseur. Martha dit que le trou est un endroit où se rassemblent non pas des mots, mais des actes. Daria a apporté de la craie qu'elle avait achetée autrefois pour dessiner des signes thérapeutiques et a tracé une ligne autour du grenier. Elle a dit qu'il fallait placer des gens par deux autour pour que personne ne franchisse la ligne sans témoin. Le régisseur s'est moqué de cela devant ses gens et a dit que les femmes voulaient jouer aux gardes. Après cela, Daniel Legris est réapparu à la porte. Mais cette fois-ci, il était venu sans charrette. Il a sorti de sous son manteau une longue corde nouée. Ces cordes servaient à mesurer les champs lors de la récolte. Il a dit qu'une troupe venait de la ville et qu'elle exigeait que le village ouvre la route et laisse passer les marchands. Il a ajouté que si la route était ouverte, la maladie se propagerait plus rapidement, mais que si elle ne l'était pas, le Seigneur punirait ceux qui désobéissaient. Martha a regardé ses mains et a vu une fine cicatrice en forme de demi-cercle sur le pouce de sa main droite. Elle avait vu une cicatrice similaire sur l'épaulette de sa ceinture, comme la marque d'un couteau utilisé pour séparer les boucles des ceintures sur mesure. Elle se souvint avoir appuyé son doigt sur un anneau brûlant lorsqu'elle était enfant, et comment la femme qu'elle appelait sa mère lui avait dit que c'était une punition pour avoir touché à un objet qui ne lui appartenait pas. À ce moment-là, un homme vêtu de gris se tenait dans un coin et observait en silence. Il était parti pendant la nuit. Martha n'avait pas demandé qui il était, et la femme lui avait dit plus tard que les hommes comme lui ne laissaient derrière eux que des marques sur les objets et des cicatrices sur les doigts. Aletta a aligné les gens comme convenu. Stenko est monté dans le clocher et a sonné une longue fois. Le directeur est venu à la porte et a dit que c'était le désordre. Il a dit que la responsabilité lui incombait. Il a ajouté qu'il avait une lettre. Il l'a sortie, l'a dépliée, mais le papier était vierge. Les gens regardaient la feuille blanche et ses mains. Ils touchaient son oreille, mais n'y trouvaient rien. Daniel Legris dit que c'est ce que font parfois les scribes du palais. Ils donnent du papier vierge avec un cachet pour que l'autre puisse écrire lui-même l'ordre et ne puisse pas se justifier. Le régisseur froissa la feuille, ce qui le rendit encore plus dangereux. Il se tourna vers la porte et cria à ses hommes de se tenir prêts à disperser les cordes et les sacs d'herbe. Stenko donna 3 coups brefs, comme pour signaler l'arrêt. À ce moment-là, une vieille femme sortit de la foule, celle-là même chez qui on avait trouvé le pieu. Elle tenait dans ses mains un fin rameau fourchu à son extrémité. Elle dit que le rameau indiquait l'eau
et le mensonge. Elle passa le rameau au-dessus du sac près de la porte, où se trouvaient les sceaux des paquets, et au-dessus de la manche de l'intendant. La brindille s'inclina vers sa manche. Un objet fin et dur bruissa dans la manche. Aletta s'avança et le sortit. C'était un petit seau en cire représentant une tête de loup. Le bord du tampon était ébréché en demi-cercle. Martha regarda la cicatrice sur le doigt de Daniel Legris, l'ébréchure, son fermoir. Elle comprit que le tampon ébréché avait été fabriqué par le même artisan que celui qui avait fabriqué son fermoir. Elle leva les yeux vers Daniel. Il baissa les siens. Daria dit à voix haute, pour que les femmes au bout du fil puissent l'entendre, que les paquets contenant de la boue et des cheveux ne venaient pas de la route, mais qu'ils étaient fabriqués dans le village. Elle dit que celui qui envoyait ces paquets voulait que les gens se craignent les uns les autres, plus qu'ils ne craignaient la maladie. Le silence se fit à la porte. Les hommes qui se tenaient derrière le directeur reculèrent d'un pas. Le régisseur a dit que c'était le seul moyen de forcer les paresseux à rester chez eux. Il a ajouté qu'il ne voulait pas de mal, mais de l'ordre. Martha a dit que l'ordre ne se maintenait pas par la peur, mais par le travail collectif. Aletta a dit que la peur poussait à cacher la saleté sous le tapis, et que la maladie aimait les tapis. Daniel Gray s'avança et déclara qu'il avait quelque chose qui pourrait résoudre le différend. Il raconta qu'il y a de nombreuses années, il travaillait pour un maître artisan qui fabriquait des cachets pour la maison du Seigneur. Il dit qu'un jour, le maître artisan avait fabriqué un cachet en trop et l'avait vendu à l'intendant à la demande d'un scribe rusé. Il ajouta qu'à la même époque, il avait laissé un enfant chez une femme et était parti, car il était jeune et craignait les noms célèbres. Il dit qu'il avait gardé la boucle de la ceinture de cette femme et avait donné l'autre moitié à l'enfant afin que celui-ci sache que son père n'était pas qu'une ombre. Il dit cela calmement, sans fioriture. Martha sortit sa boucle. Daniel sortit la seconde, identique, mais avec un motif différent sur le bord. Elles s'emboîtèrent comme les deux moitiés d'une pomme de fer. Le directeur recula. Les gens murmurèrent. Aucun bienfaiteur inattendu n'était tombé du ciel. Il était resté là tout ce temps, vêtu de gris. Martha ne lui cria pas dessus. Elle lui dit qu'il devait décider qui il allait aider désormais, ceux qu'il avait abandonnés ou ceux avec qui il faisait du commerce. Daniel baissa la tête, puis la releva et dit qu'il avait apporté 3 autres tonneaux de céréales, ainsi que des cordes pour de nouvelles lignes. Il a ajouté qu'il pouvait faire venir des gens qui savaient installer des cordons de sécurité et que ces hommes n'entreraient pas dans le village tant que les femmes n'auraient pas ouvert elles-mêmes les portes. Il a dit qu'il marquerait chaque tonneau et que si quelqu'un disait que le grain avait été volé, il viendrait lui-même et resterait sur la place jusqu'au matin. Pendant ce temps, Daria s'est tournée vers l'intendant.
Elle a dit qu'elle savait où il gardait les clés du grenier du Seigneur, car sa botte avait laissé une empreinte près de cette porte. Elle a ajouté que sa lettre était vide et que le sceau était faux. Elle n'a pas réclamé de sang. Elle dit qu'il devait ouvrir le grenier et distribuer le grain selon les directives d'Aleta, et qu'il devait se tenir à la porte et compter à haute voix pour que tout le monde entende combien il en avait distribué. Il tressaillit, mais les gens ne le regardaient plus. Ils regardaient Martha, Daniel, Aleteta et Stanko. Ils se tenaient en ligne, comme des nœuds sur une corde. Un cri étouffé s'échappa de l'un des garçons près du puits. Il criait que sa grand-mère étouffait. Les hommes reculèrent. Martha courut, Daria à ses côtés. Ils arrivèrent en courant à la maison. À l'intérieur, sur le banc, gisait la grand-mère avec son bâton. Elle était en sueur froide, avait du mal à respirer et les lèvres gercées. Martha demanda qu'on apporte de l'eau bouillante. Daria décrocha du plafond un bouquet de sarriette et le jeta dans l'eau chaude. Aleta a réveillé tout le quartier et a tendu une corde à travers la cour pour que personne n'entre. Stanko a sonné 2 fois pour que les gens sachent qu'une maison était sous le feu. 1 heure plus tard, la vieille femme respirait plus régulièrement. Elle a dit qu'un homme était venu la voir la veille et lui avait apporté un paquet, et qu'elle avait voulu le cacher parce qu'elle avait peur. Elle a dit que l'homme avait murmuré que c'était pour Martha et que ce serait juste ainsi. Elle n'avait pas vu son visage, mais elle avait entendu sa respiration, celle d'un homme qui courait de la grange à la porte. Martha a regardé les lignes d'Aleta. Aleta a acquiescé, indiquant que le chemin menait au même endroit. Le régisseur ne résista pas lorsqu'on l'emmena à la grange. Il inséra la clé et ouvrit la porte. À l'intérieur, il y avait des sacs. Daria dit que chaque sac devait être enfumé. Sinon, nous ne comprendrions rien si les gens recommençaient à tomber malades à proximité. Elle ordonna à l'homme surnommé Crooked de tenir la torche et d'approcher lentement le feu des sacs. Elle savait où les sacs cachaient les souris, où ils cachaient les lettres. Elle trouva 3 lettres dans lesquelles une main étrangère avait écrit que le village devait ouvrir ses portes. L'écriture était la même. Les lettres étaient mal formées. Le Seigneur écrivait différemment. Tout le monde pouvait le voir. Daniel Legris a déclaré qu'il ne donnerait plus de feuilles lait blanches aux gens qui écrivaient avec des lettres renversées. Il a déclaré que son commerce serait désormais soumis aux herbes et aux lignes. Il a déclaré qu'il mettrait en place des cordons sur les routes à ses frais et qu'il nourrirait les gens sur la ligne. Les gens sont restés silencieux, puis quelqu'un a ri doucement pour la première fois depuis longtemps, sans méchanceté. Ce soir-là, le village s'est divisé en 2 ombres. Une ombre représentait la peur, l'autre l'ordre. Dans l'ordre se trouvaient les femmes, Stanko sur le clocher, Aleta avec sa planche, Daniel Legris avec ses cordes, et même les garçons qui faisaient des nœuds sur les poteaux. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait reculé. Le régisseur a demandé à avoir le dernier mot.
Il a dit qu'il voulait conserver le pouvoir, car sans lui, ceux qui se moquaient de qui mourait l'auraient renversé. Il a dit qu'il avait fait des paquets pour que les gens aient peur de s'éloigner de leur maison. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la peur commence à se propager d'elle-même. Il a dit qu'il était prêt à aller travailler au cordon sanitaire s'il n'était pas pendu. Les gens ont commencé à murmurer. Certains ont crié qu'il fallait le punir. Martha a dit que la potence ne nourrirait pas les enfants. Elle a dit que la justice, c'était que celui qui avait cassé répare jusqu'au bout. Aleta a dit qu'il fallait lui mettre une marque sur la main pour que tout le monde sache qu'il travaillait désormais pour la ligne. Daria a apporté un fer chaud de la forge. Le directeur a tendu la main. Une marque en forme de corde avec un nœud est apparue sur sa peau. Il a sifflé, mais n'a pas crié. Depuis lors, il se tenait à la chaîne avec tout le monde. Il comptait les sacs, comme Daria le lui avait demandé, à voix haute et clairement. Il ne touchait pas son oreille, car sa paume lui faisait mal, et sa main lui rappelait son choix. Stenko a pris le nouveau dessin de la cloche pour la distribution du soir et sonnait régulièrement. Aleta réorganisait chaque jour les gens sur la chaîne, car le vent changeait. Daniel Legris se rendait à la campagne et rapportait des tonneaux. Il n'entrait pas dans les maisons tant que les femmes ne le lui permettaient pas. Au bout de 2 semaines, la situation s'est clarifiée. Les morts n'avaient pas disparu, mais elles étaient moins nombreuses. Le nourrisson chez les tanneurs respirait plus régulièrement. Agnieszka s'asseyait sur un banc et tenait une chope. La cloche du clocher sonnait moins souvent la nuit. Une nouvelle planche était accrochée au mur près de la porte, où les points brûlés n'étaient pas des flèches, mais de petites croix qui signifiaient que la maison avait survécu à la chaleur et n'avait pas laissé le malheur s'installer. Les gens passaient leurs doigts sur la planche, comme sur une peau rugueuse, et comptaient les croix. L'affaire du tonneau, avec l'étiquette étrangère, revint de manière inattendue. La nouvelle vint de la ville que les affaires du Seigneur changeaient. On disait que la maison à la tête de loup s'affaiblissait, que les héritiers se disputaient. Cela signifiait que les sots pouvaient changer de route. Martha tenait son fermoir dans ses mains et pensait que les objets se souvenaient mieux que les gens. Daniel Legris lui demanda doucement si, en tant que fille, elle pouvait lui pardonner, en tant que père, le vide des années passées. Elle répondit qu'aucune vieille parole ne sauverait personne. Elle dit que s'il voulait ne pas être vide, il devait rester jusqu'à l'hiver, se tenir à la porte et faire ce que tout le monde faisait. Il acquiesça et resta. Le soir du même jour, un nouveau paquet arriva, mais celui-ci arriva différemment. Il fut apporté par un garçon du village voisin où il n'y avait pas de cloche. Il dit qu'on leur avait demandé de transmettre le sel en échange de lait. À l'intérieur, il y avait un petit sachet de cumin et une note disant que les femmes, quelque part là-bas, mettaient aussi des cordons. Daria sourit pour la première fois depuis longtemps
et dit que les coutumes allaient plus vite que les tampons. Aleta répondit que cela signifiait que les lignes ne fonctionnaient pas seulement ici. Un mois plus tard, 30 jours exactement, la route menant à la ville était toujours barrée. Les lettres étaient désormais lues à haute voix à la porte. Le régisseur se tenait à côté et annonçait à haute voix la quantité de céréales qui avaient été vendues et celles qui restaient. Martha cessa de réajuster son fermoir. Il était bien fixé et la ceinture semblait faire partie d'elle. Daria remit la hache sur son crochet, car personne ne s'introduisait plus dans la maison la nuit. Stenko avait commencé à apprendre au garçon à sonner la cloche, et son rire était désormais plus léger lorsque le son était régulier. Daniel Legrease était monté une fois dans le clocher et avait regardé le village d'en haut, puis il était redescendu et s'était dirigé vers la porte pour rejoindre la file. Alors que tout le monde pensait que le danger était écarté, un nouvel incident se produisit. Pendant la nuit, quelqu'un jeta un sac rempli de rats vivants sur la place. Le sac était noué de manière à pouvoir être facilement délié par un enfant. Sur le nœud du sac se trouvait une vieille lanière de cuir sans marque. C'était un nouveau type de sac, différent des précédents. Martha souleva le sac avec un bâton et comprit qu'il s'agissait d'une tentative désespérée de faire revenir la peur. Daria apporta un tonneau d'eau. Stenko donna le signal en faisant tinter longuement une cloche. Les hommes versèrent de la cendre dans l'eau. Aleta forma un cercle avec les gens autour de la place. Les rats furent sortis, un par un, jetés dans le tonneau et recouverts d'un couvercle. Le lendemain, personne ne tomba malade. Les gens dirent que quelqu'un avait tenté de faire revenir les mauvais vieux jeux, mais n'avait pas eu la force nécessaire. Ce fut le test final. À l'aube, Martha, Daria, Aleta, Stenko et Daniel Legrease se tenaient devant la porte. Un printemps étrange s'était écoulé, où chaque jour semblait semblable au suivant, mais où les détails changeaient. Martha regarda la planche avec les croix. Elle pensa que chaque croix représentait non seulement une maison, mais aussi une main étrangère qui n'avait pas pris plus que nécessaire. Daria regarda les gens alignés et dit que désormais, cette ligne ne reposait plus sur la peur, mais sur la compréhension de l'endroit où s'arrêtait la porte de l'un et commençait celle de l'autre. Aleta montra la corde et dit qu'il était plus facile de faire des nœuds quand on savait à quoi ils servaient. Stenko a sonné la cloche exactement autant de fois qu'il le fallait pour le partage matinal. Pas une fois de plus. Daniel Legris a dit que la route serait ouverte pendant 1 heure pour les transferts extérieurs et qu'il se tiendrait lui-même à côté des tonneaux pour veiller à ce que les mains soient propres. Il a dit qu'il n'y aurait plus de feuilles vierges, mais seulement du travail propre. La justice n'est pas venue comme une épée, mais comme un ordre. Le régisseur se tenait près du grenier et ne détournait pas les yeux. Quand il passait devant la porte, les gens voyaient la marque sur sa paume et hochaient de la tête en silence. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un rappel. Il ne se justifiait pas,
Il travaillait simplement. Une vieille femme avec une baguette venait sur la place et regardait l'eau du puits comme un miroir et disait que l'eau était calme. Agnieszka tricotait des cordes, puis apprenait aux autres filles à le faire. Les garçons ne jouaient plus avec les seaux, car ceux-ci étaient devenus un simple outil pour le grain et le sel. Les femmes guérisseuses continuaient leur travail. Elles ne sont pas devenues plus riches, mais elles sont devenues plus nécessaires qu'auparavant. Elles se rendaient dans les maisons avec des branches de vermouth. Elles écoutaient la respiration. Elles ne promettaient pas de miracles. Elles ne prononçaient pas de belles paroles. Elles disaient ce qui pouvait être fait aujourd'hui, et elles le faisaient. La route vers la ville restait ouverte jusqu'aux premières gelées. Quand la neige tombait, les lignes étaient démontées, les cordes lavées et rangées dans un endroit sec. Il restait plus de croix sur la planchette que prévu au printemps. Martha et Daniel Legris étaient assis près du feu. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé se retrouver aux côtés de ceux à qui il avait autrefois causé du tort. Elle a répondu que le tort se réparait par des actes, pas par des mots, et qu'il avait fait son choix en restant. Elle a ajouté que les objets marqués étaient simplement des objets, mais que les gens ne l'étaient pas toujours. Il a acquiescé et a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi les artisans marquaient le fer et non les gens. Il a dit que les lignes ressortaient mieux sur le fer. Stenko monta un jour dans le clocher et regarda en bas. Il vit les femmes étaler les herbes à la porte, les enfants apporter les cruches, les hommes tirer les tonneaux, Daniel Legris se tenir sur la ligne, le régisseur compter à voix haute, Aletta diriger les gens, Daria nettoyer le couteau au-dessus du feu pour ne pas apporter de saleté, Martha faire le dernier nœud. Il sourit sans l'ombre du vide d'autrefois et fit tinter doucement une clochette en signe de gratitude. Le résultat n'était pas un miracle, mais la somme de petits choix. La parenté cachée n'apportait pas la richesse, mais elle apportait l'honnêteté entre ceux qui avaient l'habitude de se cacher. Le bienfaiteur inattendu n'était pas un chevalier sur son cheval, mais un homme qui marchait à ses côtés et qui a soudainement reconnu sa dette. Le talent caché contre le statut s'est manifesté entre les mains d'Aletta, dont les cercles sur la planche sont devenus une carte, comme dans une bataille, mais sans épée. Le héros méconnu s'est avéré être celui qui était au-dessus de tous dans le clocher, bien qu'il fût au bas de l'échelle sociale. Le thriller quotidien avec des colis et des sacs s'est transformé en une épreuve que le village a réussi, car chaque surprise était préparée par de petits signes discrets. Les gens ont dit plus tard que ceux qui avaient suivi la ligne avaient survécu cette année-là. Les femmes ont continué à déposer des herbes à la porte pendant les longues nuits. Au cœur de l'hiver, Martha a finalement retiré sa vieille ceinture et a mis la boucle dans une boîte. Elle a dit que le poinçon du maître resterait dans la maison comme un rappel que les choses se rejoignent si on ne les abandonne pas. Daria a dit qu'elle ne gardait qu'un balai à la porte, car le mâle aime la saleté et non les maisons propres. Aletta dit que l'année suivante, il faudrait préparer les cordes à l'avance et apprendre aux enfants
à compter les pas jusqu'au puits. Stenko dit qu'il apprendrait au nouveau garçon à sonner et qu'il irait parfois dans les champs pour écouter le silence de l'air glacial, afin que son oreille ne désapprenne pas à entendre les signaux subtils. Les premières charrettes chargées de tissus sont apparues sur la route. Par habitude, les gens les ont arrêtés à la porte. Les hommes venus d'ailleurs ont dit qu'ils avaient apporté des tissus colorés, qu'il y aurait bientôt une foire dans la ville. Daniel Legris dit que les foires ne sont possibles que dans l'ordre, et que l'ordre se maintient dans la mémoire. Il demanda à Martha si elle était prête à remettre la ligne en place si le vent tournait. Elle répondit que la ligne était désormais dans les têtes et qu'on la voyait même sans corde. Les surprises se sont espacées, mais n'ont pas disparu. Un jour, un garçon avec une blessure à la jambe est apparu à la porte. Il était accompagné d'une femme vêtue d'un foulard noir. Elle a dit qu'il avait trébuché sur une pierre. Martha a remarqué que le sang sur la blessure n'avait pas coagulé comme après une chute, mais comme après avoir été coupé avec un couteau sale. Elle dit que le garçon avait besoin d'eau salée et que la blessure devait être soigneusement nettoyée et que le couteau qui avait servi à la couper devait être retrouvé et brûlé. La femme détourna le regard. Aletta plaça discrètement 2 garçons à la porte. Daria sortit un couteau propre du four. Stenko fit un signe, un court, un long, comme il le faisait parfois pour signaler un incendie, mais plus doucement. Peu après, un homme arriva à la porte, le bras bandé. Il dit qu'il avait perdu le couteau dans le champ. Il ne savait pas que le couteau brûlait déjà dans le feu. On lui banda le bras et on fit un cataplasme au garçon. La femme en noir dit qu'elle avait peur d'avouer, car elle savait pour la ligne. Martha répondit que la ligne n'existait pas pour punir, mais pour protéger. La femme acquiesça et apporta des galettes à la porte, en guise de remerciement. Les gens mangèrent, debout en cercle, là où ils avaient encore peur de respirer peu de temps auparavant. L'été dernier, avant le malheur, les tanneurs avaient organisé un mariage, au cours duquel une petite épingle en argent portant la marque du maître avait disparu. L'épingle a maintenant été retrouvée dans un coffre détruit près de la grange. Aletta a dit que les objets reviennent quand les maisons commencent à être nettoyées plus souvent qu'elles ne sont pleurées. Martha a pris l'épingle et l'a apportée à la femme qui pleurait lors du mariage. Celle-ci a dit qu'elle pensait que l'objet avait été volé et ses paroles reflétaient un soulagement. Martha a compris que les objets ont leur propre ligne, comme les gens. L'affaire du sac de rat a longtemps fait l'objet de discussions. Elle est devenue un exemple de la façon dont un objet ordinaire peut devenir une menace s'il est noué d'une certaine manière. Depuis lors, les sacs ont été noués différemment et n'ont plus été laissés à l'air libre sans surveillance. Cette règle n'a pas été abrogée, même lorsque le temps s'est réchauffé et que l'on a voulu oublier cette alerte. Le régisseur se tenait toujours près de la grange. Sa marque n'était pas effacée.
car il n'y avait aucune raison de la cacher. Il était devenu plus calme. Parfois, la nuit, il s'asseyait près de la porte et écoutait la cloche rompre le silence. Un jour, il a dit à Martha que pour la première fois, il entendait le silence comme un son et non comme un vide. Elle a répondu que c'était parce qu'il n'y avait plus ces paquets dans le silence. Lorsque les premiers artisans étrangers sont venus dans le village après le dégel, ils ont été surpris par l'ordre qui régnait à la porte. Ils ont dit que chez eux, les femmes avaient peur de s'approcher de la maison où les malades étaient soignés. Ici, les femmes se tenaient devant les portes, comme des gardiennes. Les artisans laissèrent quelques pièces d'or dans une boîte près des herbes, avec une note expliquant de quoi il s'agissait. Martha tourna la note vers le mur afin que personne ne pense que leur travail consistait à marchander. Ils prirent les pièces et achetèrent du sel en surplus. Le sel fut posé sur l'étagère, comme une brique dans un mur. L'été arriva. Les cordes étaient rangées dans la grange. Mais les gens n'avaient pas oublié à quel point elles tiraient. De nouveaux enfants, qui ne connaissaient pas la peur du printemps, firent leur apparition. On leur apprit à ne pas jouer avec les seaux et à ne pas toucher au paquet des autres. Près de la porte, une nouvelle petite planche était accrochée au mur, sur laquelle étaient gravées quelques règles simples. Ne pas prendre les choses sans demander, ne pas rompre la ligne, lire à haute voix ce qui concerne tout le monde. Ces quelques lignes simples sont devenues comme un sceau, mais un sceau vivant. Daniel Legris a dit un jour qu'il devait partir. Il a dit que sa route l'appelait, que dans d'autres endroits, les lignes n'étaient pas encore tracées. Martha ne l'a pas retenu. Elle a dit qu'elle savait désormais où le chercher s'il faisait nuit. Il a laissé son fermoir chez elle, comme preuve de son choix. Elle l'a placé à côté du sien, et les deux morceaux de fer n'ont plus jamais été séparés. Il est parti sur la route qui menait là où le malheur était venu le printemps dernier, mais maintenant la route était propre, non pas lavée par les herbes, mais purifiée par les habitudes. Stenko s'était trouvé un élève. Il ne riait plus aussi souvent qu'avant, mais lorsque son élève réussissait à reproduire la bonne séquence, il pouvait se permettre un petit rire, comme une clochette dans le vent. Le maître apprit au garçon que le tintement n'était pas une décoration, mais un mot que tout le monde entendait. Le garçon comprit cela et se mit à rester debout la nuit, même quand personne ne le lui demandait. Aletta se mit à recueillir des histoires dans les villages voisins. Elle marchait, comptait ses pas, dessinait des cercles sur de nouvelles planches. Elle n'appelait pas cela une science, elle appelait cela un métier. Elle était une fille que l'on considérait autrefois comme effrontée. Ces cercles étaient désormais respectés. Quand la nouvelle arriva qu'une fois de plus, quelqu'un essayait d'envoyer des colis dans le village voisin, Aletta s'y rendit, montra comment tracer une ligne et laissa une planche avec des cercles sur le mur près de la porte. Les gens lui ont ensuite envoyé du pain avec des pommes séchées. Elle n'a pas accepté les cadeaux, mais a simplement dit qu'elle reviendrait si la situation empirait. Daria travaillait plus discrètement que les autres.
Elle s'asseyait souvent sur un banc et cousait des serviettes, car celles-ci étaient toujours les premières à manquer. Elle surveillait les couteaux et le feu. Elle disait que les choses simples causaient plus de malheur que les gens ne le pensaient. Un jour, elle a dit qu'elle avait rêvé que les herbes près de la porte allaient d'elles-mêmes dans les mains de ceux qui en avaient besoin. Martha a souri et a répondu que c'était vrai, mais à un autre moment et par d'autres mains. La fin n'est pas venue avec des fanfares, mais comme une pièce propre après un long nettoyage. Le village a survécu à une année qui aurait pu être la dernière pour beaucoup. La justice ne s'est pas manifestée par des exécutions ou des cris, mais par le fait que tous ceux qui avaient fait le mal par peur faisaient désormais le bien par compréhension. Les liens cachés ont cessé d'être un secret. L'aide inattendue a cessé d'être un hasard. Le statut inférieur a cessé d'être une raison de ne pas écouter. Ce thriller quotidien est resté dans les mémoires comme une leçon et non comme une blessure. Les femmes guérisseuses à la porte continuaient à travailler. Elles séchaient des herbes, fumigeaient, déposaient des branches devant les portes de ceux qui ne pouvaient pas se lever, tout en maintenant l'ordre dans les maisons. Elles étaient les premières à sortir sur la route lorsque la poussière s'élevait des charrettes, et les premières à installer une corde lorsque le vent devenait violent. Les gens disaient que leurs mains sentaient le genévrier et le sel. Et cette odeur était devenue, pour le village, le signe que la maison était encore une maison. Ainsi s'acheva l'histoire d'un lieu où des gens simples avaient réussi à nouer leur destin et à l'empêcher de se défaire. Il n'y eut pas de miracle. Il y eut des herbes à la porte, des cordes sur la route, une cloche au-dessus du village, des planchettes avec des cercles, et le choix de chacun, répété jour après jour. Et cela suffit pour que la justice reprenne sa place.